Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTout.tv Extra. Nous sommes le mardi 19 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver ce matin. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter de la longue fin de semaine. Il y a eu, en tout cas dans certains secteurs, du beau temps, du temps assez chaud. On va encore en connaître d'ailleurs aujourd'hui. On va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines secondes. On va aussi, évidemment, se parler de sport parce que le Canadien de Montréal, hier, je ne sais pas si vous avez écouté jusqu'à la toute fin, mais a réussi à éliminer les Sabres de Buffalo grâce à un but d'Alex Newhook. Olivier Pellerin sera avec nous pour nous en parler. Et il sera également question d'Ebola parce qu'au cours des dernières heures, il y a le directeur général de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait part de son inquiétude face à la rapidité, l'ampleur également de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, oui, mais aussi des cas qui ont été détectés en Ouganda. Et là, semble qu'il y a une transmission rapide, donc on va suivre ça et vous résumer ce qu'avait à dire le directeur général de l'OMS plus tôt ce matin. En studio avec moi à cette heure-ci, Julie-Jasmine Boudreau, qui est de retour avec nous. Bonjour Julie-Jasmine. Bonjour Mathieu. Et Véronique Méran, qui est avec nous également. Bonjour Véronique. On va parler de Cannes tout à l'heure aux actualités culturelles. Oui, certainement. Il y a l'IA qui fait beaucoup jaser avec le nouveau documentaire de Steven Soderbergh. Et je vous parle aussi du spectre de la peur, comme quoi que des artistes et artisans du cinéma se sentent muselés parce que certains d'entre eux ont dénoncé Vincent Bolloré, qui est un grand financier, donc évidemment... propriétaire de médias. Exactement. On avait parlé des éditions Hachette, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un mois. Il est un des actionnaires de Canal+. Et donc, les gens se sont inquiétés au début du festival. Puis là, ça continue à brasser énormément. Il y a même des huées qui ont été entendues là, pendant les projections de films, un peu avant, un peu après. Là. On va y revenir un peu plus tard. À tantôt, Julie-Jasmine. Faisons tout de suite le tour de ce qui s'est passé hier dans l'actualité sportive. Et la passe. On entre avec Newhook. Elle veut faire le filet. Le tir. Et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook propulse le CH en finale de l'Association de l'Est. Olivier, bonjour. Bonjour. J'allais dire qui d'autre qu'Alex Newhook, parce qu'il s'est illustré quand même tout au long de ces séries avec le Canadien de Montréal, a réussi donc à mettre un terme à cette série face aux Sabres de Buffalo pour envoyer le Canadien en finale de l'Est. Si vous regardez les chandails des amateurs du Canadien de Montréal à travers la ville de Montréal, même au Centre Bell, lorsque vous y présentez, c'est rare que vous allez voir, je pense, le nom de Newhook au dos de ce chandail, et ça se pourrait que les choses changent. Parce que le Canadien de Montréal et les amateurs du Canadien de Montréal ont maintenant un nouveau héros. Il s'appelle Alex Newhook. Hier, il a marqué son 7e des séries, son 6e contre les Sabres. C'est lui qui avait marqué le but gagnant. Vous souvenez-vous, ce but dans le dos d'Andrei Vasilevski, de derrière le filet, d'un tir inespéré, qui finalement trouvait le fond du filet et qui avait délivré le Canadien de Montréal dans ce match numéro 7 où le Canadien n'avait dirigé que 9 tirs vers la cage du Lightning de Tampa Bay. Mais hier, c'est encore lui qui a joué les héros parce que c'est lui qui a marqué le but en prolongation, le but gagnant qui envoie comme ça le Canadien de Montréal dans cette finale de l'Est contre les dangereux Hurricanes de la Caroline qui, eux, se préparent depuis un bon moment pour cette finale de l'Est. Mais ça a été un match où on s'est donné l'avance. Le Canadien a pris l'avance de 2 buts avec des buts de Philippe Danault et de Zachary Bolduc en première période. Puis le Canadien, tranquillement, on a vu le jeu du Canadien un peu s'effriter. Les Sabres de Buffalo qui ont disputé certainement une bien meilleure deuxième et troisième période que le Canadien de Montréal ont mis dans les câbles le Canadien. Les deux équipes étaient à égalité 2-2. Ça a chauffé même en fin de troisième période. On s'attendait peut-être même à voir le Canadien peut-être perdre ce match. Et non, ils se sont accrochés et en prolongation... Il y avait un petit remède qui a certainement servi le Canadien de Montréal parce que le Canadien était meilleur en prolongation. Et c'est grâce à ce but d'Alex Newhook maintenant que les partisans ont célébré longtemps à Montréal, entre autres. Et pour les gens qui étaient sur place aussi, on peut savourer cette victoire. On peut d'ailleurs écouter Philippe Danault, Zachary Bolduc et Martin Saint-Louis. Tout d'abord, Martin Saint-Louis qui parle de la fierté d'avoir ces joueurs comme ça, pouvoir profiter de cette victoire.
encore une fois en match numéro 7, mais de pouvoir passer en finale de l'Est. Je suis tellement content pour eux autres de vivre ça, des Game 7, puis d'avancer un New Look, d'aller chercher un but en overtime. Il n'y a pas un feeling que tu peux décrire pour un joueur de scorer en overtime dans une série, puis surtout une Game 7. Moi, je suis content de l'expérience qu'ils sont capables de vivre. Puis même si on n'aurait pas gagné ce match-là, cette expérience-là, tu peux pas acheter ça. Mais je suis content qu'on continue pour eux autres. C'est dur à décrire. Jacob Debèche a été encore très bon, 37 arrêts dans la victoire d'hier. Et aussi, on parlait de l'importance des joueurs de soutien. On a parlé des difficultés, oui, du premier trio, entre autres à 5 contre 5. Mais encore une fois, hier, ça a été des marqueurs qu'on n'attendait pas. Philippe Danault d'une déviation devant le filet. Zachary Bolduc qui est allé d'un tir assez précis dans la lucarne pour marquer ce deuxième but. Mais ça a pris la contribution de tout le monde pour aller chercher cette victoire. Et là, on commence à y croire. On a déjà le regard porté vers les Hurricanes de la Caroline. Philippe Danault parle de cette équipe qui a encore des chances non seulement de participer et de remporter cette finale de l'Est, mais d'aller jusqu'au bout avec la Coupe Stanley. J'y crois parce que tout est comme aligné, je trouve. Puis un excellent coach qui s'ajuste sur tous les détails de la game. Puis t'as des gars qui répondent à ces ajustements. Puis on est capable de switcher vite. Des gars intelligents, des joueurs intelligents. Pas la plus grosse équipe, mais intelligent, puis une grosse offense. On n'est pas le genre d'équipe qui va aller chercher 45 shots puis va avoir 2 buts. Là, ça fait genre un peu moins de shots, mais opportuniste. Puis c'est comme ça que tu peux te rendre loin à l'opportunité, d'être opportuniste. Il faudra l'être opportuniste contre les Hurricanes de la Caroline. Cette série commence jeudi. Les Hurricanes, eux, qui sont en congé et qui auront eu une pause de 11 jours avant le début de ces séries. Donc, peut-être faudra profiter de la rouille qui se sera accumulée, peut-être dans les articulations. Donc, on surveillera ça dès jeudi. Et les partisans pourront célébrer toute la journée. Et je mentionne en terminant que la victoire de Montréal, hier, s'est inclinée 2-1 face à la charge d'Ottawa. C'est Rebecca Leslie qui a marqué en toute fin de troisième période avec 56 secondes à faire pour donner la victoire à la charge. Une première pour la charge. La victoire a quand même toujours la chance d'aller décrocher cette Coupe Walter. Donc, on surveillera le prochain match. Ce sera mercredi à 19h, toujours à Ottawa. Et je souligne qu'hier, quelques célébrations parce que le Centre Bell était ouvert dans les rues du centre-ville. Pas de débordement majeur, pas de grabuge. Les policiers qui sont intervenus pour disperser la foule, mais ça s'est, somme toute, bien passé. Ben voilà pour le hockey. Merci, Olivier. Un plaisir. On va s'en reparler, évidemment. Encore des soirées où on va se coucher trop tard. La météo, va faire beau et chaud. Très chaud. J'allais dire trop chaud. Là, je vais me garder une petite gêne. C'est la première fois. Ben là, Julie a raison. Donc, allons-y avec, oui, très chaud. Il a fait 30 hier, 30,8 à Toronto, à Aéroport Pearson, dans l'après-midi. Donc, c'est cette poussée de chaleur qui se transpose sur les régions plus au sud. Mais c'est quand même très particulier. Là. C'est une chaleur qui est confinée vraiment sur le sud parce que ça ne touchera pas du tout la région de Québec. Il fera une quinzaine de degrés aujourd'hui. Ça ne touchera pas l'est du Québec non plus. Et en territoire ontarien, on est vraiment séparés en deux. 6 degrés dans le nord, 30 dans la portion sud. Alors oui, on profitera de ce temps chaud sur les régions plus au sud. Par contre, assez nuageux, quelques éclaircies, probabilité d'averse 40 %. Risque d'orage également en fin de journée. Ça deviendra plus venteux cet après-midi. Évidemment, des vents chauds du sud-ouest. Alors 20-40 km à l'heure, quelques rafales à 50-60 cet après-midi. Au thermomètre, on anticipe 27-29 degrés pour les régions plus au sud. Ce ne serait pas impossible qu'on touche le 30 si jamais les éclaircies sont un peu plus généreuses par endroit. On ira avec une quinzaine de degrés sous les nuages et quelques averses à Québec. Demain, probabilité de précipitation le matin surtout. C'est une probabilité 40 % et par la suite, il y aura dégagement en après-midi. Ça reste chaud cette nuit, 18-20 degrés. Donc, les températures demain, 23-25. Encore une fois, ça descendra davantage au cours de l'après-midi. On se réveillera dans la fraîcheur jeudi matin avec 3-5 degrés. 16 au thermomètre, mais des conditions généralement ensoleillées. On parlait de fraîcheur qui va dominer pour les secteurs nord et à l'est. Il fera quand même 17 du côté de l'Abitibi, mais ça varie entre 10 et 13 degrés pour tout l'est du Québec, plutôt nuageux. On a quelques précipitations ici et là. Il reste des éclaircies, surtout sur la côte nord. Les averses viendront un petit peu plus tard ce soir. En territoire ontarien, ça cessera en mi-journée pour la portion nord et centre. Les températures 6 vers Thunder Bay, 18 Sudbury. Et si on arrive vers Toronto, Windsor, c'est la trentaine de degrés encore aujourd'hui. Nuages, éclaircies, averses, risque d'orage, c'est le scénario. La trentaine à Ottawa aussi. Plus saisonnier dans les prairies. Vancouver autour de 18 et c'est assez variable dans l'ensemble pour ce qui est des conditions. Le mercure se maintiendra autour de 17 pour ce qui est de l'Alberta. Un petit peu plus frais. Regina, Winnipeg, 11 à 13 degrés. Ça remontera chez vous dans les prochains jours, alors que pour les régions plus à l'est, c'est aujourd'hui la chaleur et ça redescendra tranquillement dans les prochains jours. Merci beaucoup. Bonne journée, Véronique.
À la une des différents quotidiens ce matin, évidemment, il est question un peu partout de cette victoire du Canadien de Montréal et ça continue, titre La Presse, et vous aurez plusieurs articles pour décrire l'ambiance. Le match également, revenir sur les moments forts de cette partie. Sinon, il est question, et il y a un petit lien avec le Canadien, de la visite de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, en France. Elle a rencontré le président Emmanuel Macron et le lien, c'est qu'elle lui a remis un chandail d'Alexandre Texier. Évidemment, c'est un Français d'origine. Ceci dit, Emmanuel Macron a décidé et ne s'est pas engagé auprès de Christine Fréchette à appuyer la candidature de Montréal pour accueillir le siège social de la Banque de la Défense. Rappelez-vous que la première ministre avait dit la veille que peut-être que M. Macron pouvait être un acteur d'influence. Le délégué général du Québec à Paris, Henri-Paul Rousseau, avait ensuite nuancé les propos de la première ministre et hier, lors d'une mêlée de presse, après sa rencontre avec le président, Christine Fréchette a indiqué qu'il ne s'était pas avancé, qu'il ne s'était pas engagé en faveur de Montréal, mais qu'elle n'avait pas non plus cherché son appui. Je vous rappelle que c'est le premier ministre Mark Carney qui doit décider où sera ce siège social de cette nouvelle Banque de la Défense. Et il y a une lutte entre autres, Montréal et Toronto. Wow! Et ça continue, titre le Journal de Montréal qui revient sur cette victoire donc du Canadien d'hier. Sinon, un dossier, on nous parle d'une fortune pour un local aux îles Fidji. Ottawa a ouvert un haut commissariat aux îles Fidji, même s'il disposait déjà d'un consul honoraire qui coûtait beaucoup moins cher. Ottawa qui a dépensé près de 775 000 $ pour ouvrir son nouveau haut commissariat aux Fidji, alors que le gouvernement y avait un consul honoraire qui avait coûté entre 2022 et 2025 15 000 $ seulement, donc 5 000 $ par année. Là, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, détail dans l'article du Journal de Montréal de ce matin. Le parc marin tarde à s'agrandir, titre Le Devoir, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Le projet de bonification majeure de l'aire marine protégée se heurte à des obstacles du côté de Québec, selon ce qu'a appris Le Devoir. Les gouvernements du Québec et du Canada avaient promis un agrandissement majeur de la plus importante aire marine protégée de la province avant la fin de 2025. Mais il y a des obstacles, notamment, on veut étendre l'aire de protection jusque sur la rive sud du Saint-Laurent. Et il y a certains terrains qui s'avancent jusque dans le fleuve qui feraient partie de l'aire protégée. Donc, il y a certaines technicalités qui rendent tout ça un peu plus compliqué, quoi qu'il y aurait des solutions. Vous avez un résumé de tout ça dans Le Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, l'armée cherche à renforcer ses capacités de combat avec une nouvelle division, selon un document lu par le Globe. La réorganisation prévue de l'armée canadienne va comprendre une augmentation massive des capacités de combat dans le cadre d'une nouvelle division axée sur les blindés, l'artillerie mobile et la guerre par drone. L'armée avait déjà présenté les grandes lignes du programme de modernisation, mais le schéma obtenu par le Globe donne de nouveaux détails sur l'équipement, la structure de commandement, une division donc appelée division de manœuvre qui devrait être basée à Edmonton. Et je termine avec le site de Radio-Canada. C'est un article signé Louis Blouin et Noémie Plante. Aux États-Unis, une primaire républicaine dans le Kentucky qui est suivie de près parce qu'il y a là un candidat, Thomas Massie, qui est un peu la bête noire de Donald Trump et cette primaire va aussi être en mesure de donner des indices à l'effet de l'influence, au sujet de l'influence de Donald Trump sur le Parti républicain. Article à lire sur le site de Radio-Canada ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, on va parler de l'épidémie d'Ebola qui continue de prendre de l'ampleur en Afrique. D'ailleurs, l'OMS est préoccupée par la propagation rapide du virus. On a déjà, en République démocratique du Congo, fait un bilan de 131 morts et ça risque de s'alourdir. Oui, parce que selon les autorités congolaises, là, Mathieu, il y aurait également 513 autres personnes qui pourraient avoir la maladie, donc qui pourraient avoir contracté le virus. Il y a également un cas et un décès qui ont été enregistrés dans le pays voisin, là, en Ouganda. Et l'ampleur de la situation, elle est telle qu'au cours de la nuit, il y a l'Agence sanitaire africaine qui a déclaré une urgence de santé publique continentale. Et ce matin, il y a le directeur général de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui en a rajouté. On l'écoute. I'm deeply concerned about the scale and the speed. Alors, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui se dit, Mathieu, profondément préoccupé
par l'ampleur, mais également par la rapidité de la propagation du virus, de l'épidémie en République démocratique du Congo. L'OMS qui a d'ailleurs déclenché en fin de semaine, c'était dimanche en fait, une alerte sanitaire internationale pour faire face donc à cette nouvelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo. Là. Et le comité d'urgence de l'OMS, Jean-Philippe, se réunit aujourd'hui. Oui, effectivement, pour examiner dans le fond, Mathieu, pour voir s'il existe des vaccins contre l'épidémie d'Ebola qui fait rage actuellement, parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement approuvé à l'heure actuelle contre la souche qui circule présentement, une souche dont le taux de mortalité peut atteindre près de 40 % chez les personnes donc, qui contractent la maladie, qui contractent le virus. Et c'est ce qui fait que ce matin, il y a des professionnels d'un peu partout dans le monde qui s'activent tant en République démocratique du Congo qu'en Ouganda pour tenter donc de freiner la propagation du virus. On écoute John Johnson de Médecins sans frontières. C'est une épidémie qui n'est pas bien maîtrisée avec beaucoup des cas suspects. Le défi, pour le moment, c'est la maîtrise de l'épidémie. Tous les jours, il y a eu une grosse augmentation des nombres de cas et décès parce qu'on n'a pas encore arrivé de déterminer où sont tous les cas. Il y a un ressortissant américain qui a d'ailleurs contracté la maladie en RDC. Oui, et c'est l'Allemagne donc qui va soigner cet homme, ce ressortissant américain, et ça à la demande de l'administration Trump. Il y a également le gouvernement américain qui a annoncé, Mathieu, qu'il renforce les contrôles sanitaires à ses frontières. Il faudra voir ce que décidera de faire le Canada à ce sujet-là. Et c'est pas la première fois que la République démocratique du Congo est frappée par une épidémie d'Ebola. Entre 2018 et 2020, là, il y a plus de 2300 personnes qui sont décédées de cette maladie. Il y a également eu, je crois, 3500 personnes qui ont été touchées, qui ont été gravement malades. Là. Merci Jean-Philippe pour ce compte-rendu. Merci, au revoir. Bonne journée. Pour moi, c'est impossible que... Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que pour moi, la peur tu ne peux pas avoir peur de perdre ton travail juste parce que tu exprimes une inquiétude collective. C'est la liberté d'expression. On est à Cannes et on entendait l'actrice Adèle Exarchopoulos, une possible liste noire qui suscite de l'embarras, de l'inquiétude, Julie Jasmine, dans le monde du cinéma. Et ça secoue en ce moment le festival de Cannes. Ah oui, et pas à peu près. Oui, et pas à peu près. Donc, c'est ça. Il y a à peu près une semaine, il faut reculer un peu la montre. Il y a 600 professionnels qui avaient signé une tribune qui dénonçait la concentration verticale du milliardaire Vincent Bolloré. Alors, parce que, il est actionnaire de Canal+. Canal+ finance en fait une bonne partie du cinéma français. En plus, Vincent Bolloré est en voie de racheter des salles de cinéma en France. Alors, et la tribune s'appelle « Zapper Bolloré ». C'était paru dans le Libération parce qu'on souligne évidemment l'emprise grandissante de son idéologie prédominante qui est l'extrême droite et s'inquiète bien sûr. C'est le même Vincent Bolloré dont je vous ai parlé concernant le milieu de l'édition. Donc, on voit évidemment qu'il y a des ramifications donc à plusieurs endroits dans le milieu des médias en France. Et il y a le grand patron de Canal+ dimanche qui a dit « c'est pas compliqué, on ne travaillera plus avec les professionnels du cinéma qui ont signé la tribune. Il a parlé d'une menace, d'une liste noire finalement, et c'est ce qui a fait énormément réagir. Alors là, ça a eu comme une espèce d'effet contrepoids parce qu'en 24 heures, il y a 600 nouveaux noms qui ont signé justement une espèce de collectif de solidarité là, pour dénoncer encore plus cette initiative-là. Là, on est rendu à 1200 signataires et avant les projections, on a l'affichage des commanditaires ou en fait de ceux qui ont financé le film et là, Canal+ apparaît, il y avait des huées donc dans les récentes projections. Donc bien sûr, tout ça est à suivre. Ça n'a pas fini. On n'a pas fini d'en entendre parler, certainement. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de ça. Pas que des films, effectivement, absolument. Mais cette controverse prend beaucoup de place au Festival de Cannes, où le nouveau documentaire de Steven Soderbergh est présenté et est au cœur d'une controverse. Oui, là aussi, c'est, en fait, ça s'appelle John Lennon, The Last Interview. C'est une conversation radio de 2 heures, quelques heures avant sa mort, justement. Et donc, évidemment, comme c'était une conversation radio, il n'y avait pas d'images. On a pris des images d'archives, mais on a aussi généré avec l'IA
l'IA, une IA de Meta. Des images pour à peu près 10 % du film. Et ça passe pas. Puis là, les critiques, ce qu'ils en disent, notamment, Le Monde ne mâche pas ses mots, dit que c'est parasité par l'IA. Le Guardian dit que cette succession de séquences-là est vraiment inutile. Le Times aussi dit à peu près la même chose. Et Soderbergh, de son côté, lui, il dit, je voulais l'essayer. Je pense qu'il faut aller dans les limites de la créativité. Il faut regarder ce que la technologie nous offre. Puis j'assume aussi la réaction émotionnelle du public, mais je vais le faire en toute transparence et je l'ai dit. Alors, évidemment, comme d'habitude, c'est surtout le public qui aura le dernier mot. Mais pour l'instant, le film, on n'a pas de distributeur ici en Amérique du Nord. OK. Le festival maintenant de court-métrage qui se promène à travers le Québec. Un festival de court-métrage qui se promène à travers le Québec. Oui, plein écran. Ça se passe en ligne généralement. C'est en janvier. Mais là, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on va faire la tournée du Québec. En fait, c'est 10 villes. Puis, ça s'appelle Parcours, comme dans court-métrage. Okay. Ils sont fous comme ça, Mathieu. Alors, ça commence dès ce soir, notamment à Sherbrooke, à la Maison du cinéma. On vous présente vraiment la crème de la crème. Ensuite, Gatineau jeudi, en Outaouais vers la fin de la semaine. Puis, on continue jusqu'au 4 juin. Quelle folie. Paul McCartney qui était à Saturday Night Live en fin de semaine. Vous voulez revenir là-dessus? Oui, absolument. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si jamais vous l'avez manqué. C'est rien de neuf, mais c'est intéressant parce que c'était la finale donc, de la 51e saison de SNL, bien sûr. Il était là, sa première apparition en à peu près 15 ans là, comme invité musical. Et c'était l'occasion de présenter, bien sûr, un tout nouvel extrait. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. Alors ça s'appelle Days We Left Behind. Alors, c'est un extrait de sa chanson. C'est sûr qu'elle est déjà sortie un mois, mais officiellement, il l'a cassé devant public samedi. Et le disque, son 18e disque solo, Boys of the Dungeon Lane, va sortir le 29 mai. Donc, pas vendredi ici, mais l'autre. OK, un autre micro-sillon de Paul McCartney. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Salut. Bonne journée. Marie-Michel Bardot est en studio avec nous. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour. Alors oui, on va continuer de suivre la suite et la fin de ce voyage de Christine Fréchette à Paris. La première ministre du Québec qui s'est entretenue ce matin avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, doit rencontrer sous peu également la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Jusqu'ici, la première ministre a notamment discuté d'intelligence artificielle, de minéraux critiques et d'identité culturelle également. Gros rapport aujourd'hui attendu sur cette entente entre Québec et Terre-Neuve-Labrador au sujet de Churchill Falls. Le Parti progressiste conservateur de Terre-Neuve et Labrador a chargé en décembre un comité indépendant d'évaluer l'entente provisoire. L'accord annoncé par l'ex-gouvernement libéral en 2024 vise à remplacer le contrat de 1969 sur la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. Le nouveau partenariat ferait passer le prix moyen de l'énergie à 5,9 cents le kilowattheure d'ici 2075. En contrepartie, Hydro-Québec pourrait construire 2 nouveaux complexes hydroélectriques sur le fleuve Churchill. Rapport donc qui sera présenté en fin d'avant-midi. Et un petit mot sur les PC? Oui, on va savoir ce matin comment se comporte l'inflation au pays. Statistique Canada qui va publier son indice des prix à la consommation pour le mois d'avril. L'inflation, elle avait augmenté légèrement en mars, hausse notamment liée à la guerre en Iran qui continue de faire pression sur l'économie. Oui, et particulièrement sur les prix de l'essence. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve demain. Bonne journée. Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, je suis en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra.